aujourd'hui un intellectuel congolais, ce que moi j'appelle une pépite congolaise, Monsieur Wilfried Ndondou. Bonjour. Bonjour Mingwa. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Alors, vous êtes ingénieur en économie pétrolière et en économie de l'énergie. Vous êtes aussi spécialisé dans les technologies Microsoft. Et je le rappelle, vous êtes aussi membre de plusieurs associations congolaises, dont l'Association citoyenne de solidarité du Congo-Brazzaville. Alors, quand on voit votre cursus universitaire, qu'est-ce qui explique que vous ne soyez pas rentré au Congo-Brazzaville, qui est un pays pétrolier, quand on voit que vous êtes ingénieur en économie du pétrole? Je suis bien rentré au Congo, mais c'est que le Congo n'a pas voulu de moi en fait. Après mes études, j'ai terminé en 1994. Donc j'ai fait une première tentative de rentrer au pays. Donc à l'époque, j'étais plutôt destiné à travailler dans des compagnies pétrolières. Et les compagnies pétrolières de la place, donc c'était plutôt Elf, Eni, et à la sortie de l'école, je me suis fait signifier que je ne les intéressais pas. Donc, du coup, j'ai pris d'autres chemins. On aurait cru que c'est, quand vous dites que le Congo n'a pas voulu de vous, c'est plutôt les compagnies pétrolières. On ne va pas faire un parallèle sur les autorités en place qui n'ont pas voulu d'un diplômé comme vous. Je dis le Congo parce que le Congo doit avoir en la matière une politique structurée pour recevoir ses cadres. Pour aller à l'étranger, j'ai reçu une bourse de l'État congolais qui a bien voulu m'envoyer apprendre ces sciences, ces technologies pour que je vienne servir le pays. Il se trouve qu'à mon retour dans le pays, il n'y avait pas de structure pour me recevoir, pour me destiner à d'autres postes ou pour inciter les compagnies qui travaillent sur notre sol à intégrer les cadres congolais qui sont formés dans le domaine. C'est pour ça que je parle du pays. Alors, M. Ndondou n'a pas eu la chance de travailler au Congo, comme plusieurs diplômés congolais qui sont actuellement à l'étranger et qui travaillent pour des grands groupes ou pour différentes structures à l'étranger. Monsieur Wilfried Ndondou, vous nous invitons parce que vous avez donc diffusé un livre intitulé « Un nouveau cadre constitutionnel pour le Congo ». Est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement un mot? Oui, donc cet ouvrage est né donc, à travers un groupe de réflexion qui s'appelle Promouvoir. C'est un groupe de réflexion que j'ai co-créé avec des amis à l'époque où nous étions étudiants à Paris. Donc nous avions des discussions sur plein de sujets sur le pays, mais souvent c'était des discussions qui n'étaient pas structurées. Et au bout d'un moment, nous sommes décidés à créer un réel groupe de réflexion pour faire profiter d'autres personnes de ces réflexions. Donc, partons sur une méthode bien précise. Donc, d'abord, la définition de l'objet clair, des critères pour apprécier l'objet de notre discussion, l'application de ces critères dans le pays, et enfin, l'analyse, l'observation, et ensuite des conclusions. Donc, c'était la démarche générale. Dans ce groupe de réflexion donc, créé en 1992, un premier rapport a été créé, une première réflexion a été faite, c'était une réflexion collective qui portait sur l'éducation, qui a même eu une publication dans la Semaine africaine, du moins un commentaire sur le texte. Mais l'élaboration de ce texte était un peu laborieux, dans le sens que c'était un ouvrage collectif où chacun avait mis sa patte, et nous avons, bénéficiant d'une démarche qui existait sur la table, décidé que chacun porterait des sujets qui lui conviendraient, et les soumettrait aux autres comme directeur en fait, de recherche, de sorte à ce que la démarche soit validée. Donc j'ai eu la chance, moi, de persévérer, de faire aboutir les deux sujets qui m'étaient légués. L'État, d'abord, qui est une étude faite en 1994, et ensuite, bref texte constitutionnel sur le Congo-Brazzaville, qui est apparu en 2005. Alors, quand vous parlez de bref texte sur la constitution, ou une brève analyse sur les constitutions Congo-Brazzaville. Est-ce que
c'était parce qu'il y avait déjà une constitution au Congo, en tout cas celle de M. Denis Sassou Nguesso. Pourquoi avoir fait une analyse sur les constitutions? Est-ce que c'est à titre pédagogique ou est-ce qu'au Congo-Brazzaville, vous avez pensé qu'à cet instant-là, il y avait un problème constitutionnel qui se posait? Oui et non. Donc, en fait, cette réflexion sur la Constitution découle de la première réflexion qui était l'État au Congo. Donc, dans l'analyse que nous avons fait de l'État, nous avons défini un certain nombre de points fondamentaux dont dépendait l'État, et dans ces points fondamentaux, il y avait la Constitution. Et ensuite, une fois que cette étude sur l'État était finie, j'ai décidé d'enchaîner sur une étude des constitutions congolaises. Alors moi, ce qui m'a vraiment, entre guillemets, bluffé, c'est que dans votre ouvrage, vous parlez des constitutions, mais vous parlez aussi de la sociologie congolaise, et vous l'avez donc, comme on l'a dit, rédigé en 2005, et vous y décrivez pratiquement ce qui se passe aujourd'hui. Donc vous avez parlé de l'État. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur l'État congolais? Est-ce qu'il remplit ses missions régaliennes de solidarité et autres? Oui, j'ai lu votre commentaire que vous avez fait sur Congo Liberty, donc en parlant de prémonition, enfin d'une analyse, disons que d'une analyse prémonitoire. C'est justement le contraire de ce que nous faisions en promouvoir, c'est-à-dire que ce n'est pas une prémonition dans le sens où c'est quelque chose d'inexplicable. Nous partons des fondements d'un problème en expliquant par exemple que l'État a des fondements qui sont par exemple la sécurité, la solidarité, la justice, le travail, la continuité. Et partant de ces fondements, nous analysons la société. Et par rapport à ces fondements, nous tirons un certain nombre de conclusions. Donc en regardant les fondements dont j'ai décrit, enfin qui généralement sont les fondements d'un État ou les fondements régaliens de l'État, on arrive à certaines conclusions qui sont logiques et non prémonitoires, c'est-à-dire que basées sur des faits précis. Voilà, donc c'est... Et qu'est-ce que vous dites sur l'état actuel du Congo? C'est-à-dire que vous décrivez dans cet ouvrage un État tel qu'il doit être, c'est-à-dire qu'un État qui protège, un État qui est solidaire, un État qui a une vision ou qui construit le développement de son territoire. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État congolais, celui de M. Sassou Nguesso, remplit ses missions correctement? Disons qu'on pourrait partir d'une définition simple de l'État en disant que c'est, par exemple, on pourrait le définir, il y a plusieurs définitions, en disant que c'est un regroupement de populations, donc, et une mise en commun des ressources de toutes ces populations au service de la collectivité. Et partant simplement de cette définition, on s'aperçoit que aujourd'hui, l'État où un certain nombre d'individus se sont arrogés les pouvoirs de l'État, donc prennent les moyens de l'État au lieu de les mettre au service de la collectivité, ils les prennent pour leurs propres intérêts ou pour des groupes particuliers. Et ce qui fait que la collectivité, au bout d'un certain temps, tous les besoins de la collectivité qui ne sont pas remplis, finissent par s'en ressentir. Donc on parlerait par exemple de l'éducation. L'éducation, le problème de l'éducation, nous aujourd'hui, nous regardons les conséquences. C'est-à-dire que nous nous émouvons parce qu'on s'aperçoit que dans les classes primaires, il n'y a plus de chaises, il n'y a plus de table-banc. Mais l'analyse sociopolitique qui est faite, en fait, part sur les fondements. En disant par exemple, l'école a besoin d'investissement, l'école a besoin de fonctionnaires, l'école a besoin de maintenance. Si ces éléments ne sont pas remplis, systématiquement, au bout d'un certain temps, vous n'aurez plus de bancs, vous n'aurez plus de chaises. Voilà l'analyse qui est faite et pourquoi est-ce qu'on arrive au fait que l'analyse qui était faite décrit exactement ce qui se passe aujourd'hui. Alors, il y a une autre phrase qui a été reprise par les internautes, en tout cas du texte
de votre ouvrage que nous avons diffusé. La voici. Un crime ne l'est plus lorsque c'est le père, le frère, le cousin, l'ami ou la personne de son coin qui en est l'auteur. Comment expliquez-vous aujourd'hui qu'on en soit encore là? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce mécanisme dans la tête des Congolais? Oui, en fait, ce mécanisme, et je le disais un peu plus loin, s'explique grandement, en grande partie, par l'impunité qui est naturelle, qui est accordée dans nos constitutions au chef de l'État. On pourrait croire que nos constitutions, j'en fais des analyses brèves, enfin je vous conseille à lire au moins, à prendre ne fût-ce qu'une constitution et en lire la synthèse. On pourrait croire que ces constitutions ressemblent systématiquement à la constitution française, c'est le même schéma. Mais dans le fond, nos institutions ne sont pas les institutions françaises. Ils ont d'autres mécanismes que nous n'avons pas. Et les présidents chez nous se trouvent dans une situation où ils ont droit de vie et de mort sur chacun. Et à force d'être dans cette situation, à force de ne pas rendre des comptes, ils donnent ce pouvoir-là d'abord à leurs ministres, qui peuvent faire ce qu'ils veulent des ministères. Ministère de la Santé, le ministre va avoir la possibilité, ce qui n'est pas normal dans un état de droit, de s'approprier de toute la caisse et de laisser des services entiers sans fond de fonctionnement, donc laissant au crayon des mouroirs. Vous allez prendre le service de l'éducation et ainsi de suite. Et après, ça va se répercuter sur des cousins parce qu'ils sont faits ministres. Ils ont le droit d'eux. Mais pendant ce temps, les services de l'État, les missions de l'État ne peuvent pas être remplies. Et à force de multiplier ces actes sur des années, nous arrivons à une généralisation du fait que personne ne peut être puni dans un tel système. Aujourd'hui, on parle par exemple du ministre Bouya, qui a eu des financements, qui a lancé des travaux qui ne sont jamais terminés. Monsieur Bouya est toujours là, et les Congolais attendent toujours les aéroports, les routes qui devaient être construites sur des budgets qui ont pourtant été dégagés. Wilfried Dando sur Congo Liberty, nous sommes en train d'analyser à travers son ouvrage la situation actuelle au Congo-Brazzaville. Alors, il y a un autre passage, en tout cas je ne pourrais pas vous le relire, mais dans l'esprit c'est que lorsqu'on est aux affaires, on se permet, entre guillemets, de faire n'importe quoi. En tout cas, on ne s'émeut pas de la violation des droits de l'homme, et c'est lorsqu'on en sort qu'on devient un défenseur des droits de l'homme. En un mot, aujourd'hui, vous avez des hommes politiques congolais qui étaient avec M. Denis Sassou Nguesso. Vous savez qu'on est sur Congo Liberty. On va les citer. Vous avez Parfait Kolela, vous avez Claudine Mounari, vous avez M. Boao qui était avec M. Denis Sassou Nguesso, qui, à l'époque déjà, violait les droits des Congolais. Aujourd'hui, ces personnages politiques deviennent des défenseurs des droits de l'homme. Honneur à eux, parce qu'ils ont peut-être changé, en tout cas on pense qu'ils ont changé, mais comment vous expliquez le fait que quand on est au sein des institutions, on ne dénonce rien? On aurait aussi pu parler de M. Okombi Salissa, et puis il y en a plusieurs. Oui, c'est une caractéristique malheureusement de nombreux hommes politiques qui n'expriment pas leurs pensées et qui, de ce fait, dénigrent la parole politique. Donc, hier, ils ont fait croire que M. Sassou Nguesso, bien malgré le fait que beaucoup d'activistes ont dénoncé ses comportements, était le sauveur du Congo, l'homme providentiel. Et au bout d'un certain temps, pour de multiples raisons, d'autres justifiées, et d'autres parce qu'ils ont pris conscience parfois trop tardivement, ils reviennent sur la scène politique et décrivent M. Sassou Nguesso et d'autres acteurs politiques tels qu'ils sont réellement. Cela malheureusement affaiblit la parole politique, mais c'est un cas à regretter. Et
C'est ce que notre aîné juriste Gounampélé appelle le gangstérisme politique. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, puisque vous dites que la parole politique est discréditée en partie par ce type de comportement-là, comment aujourd'hui peut-on en sortir? C'est-à-dire que comment demain construire un Congo où le droit sera respecté? Est-ce que vous avez comme ça quelques pistes de réponse? Comment en sortir? Donc, en fait, je pense que aujourd'hui, le Congo est plein d'intellectuels, plein de personnes qui pensent, plein de personnes qui sont diplômées. Et la première des choses serait, en fait, déjà que des personnes qui réfléchissent sur le Congo, des personnes qui aiment le Congo, puissent commencer à créer des petits compromis dans le sens de ce qui est possible, de ce qui ne l'est pas. Hier, par exemple, il y a quelques jours, il y a eu le forum sur la détention arbitraire et les prisonniers politiques. La fameuse table ronde. La table ronde, oui. C'est déjà une démarche intéressante où on emmène un certain nombre de Congolais qui sont horrifiés par ce fait à participer à la mise en place d'outils qui fassent que demain, ces choses-là ne se reproduisent plus. Quand on parle de mettre des outils, c'est pas nécessairement un petit texte constitutionnel que l'on va bricoler et que l'on va ajouter comme pour endormir les gens, mais mettre réellement des mécanismes qui font que personne, que ce soit le président de la République, le président de l'Assemblée ou une autre personne, ne puisse aller sur ces terrains-là. Donc, il faudrait vraiment que nous nous impliquions et nous nous arrangeons à ce que une personne qui s'appelle Wilfried ou autre, quelles que soient ses responsabilités, ne puisse pas toucher à certains domaines. Wilfried Dando sur Congo Liberty. Aujourd'hui, on parle du départ de M. Denis Sassou Nguesso. Mais est-ce que vous ne craignez pas que l'après-Sassou, finalement, n'ait pas été pensée au sens des institutions, au sens du développement, et que rapidement, si demain, on espère, M. Denis Sassou Nguesso s'en va, qu'on retombe dans les mêmes travers? Est-ce que vous, par exemple, vous avez initié une réflexion sur le Congo de demain? Oui, enfin, comme beaucoup de compatriotes d'ailleurs, qui ne le disent peut-être pas ou qui le font dans leur coin, et j'ai effectivement un certain nombre de sujets sur lesquels je travaille dans le cadre du groupe de réflexion, donc pour se préparer sur demain. Mais parlant de ce départ de M. Sassou Nguesso, il est vrai que les Congolais doivent se préparer à une nouvelle république, non pas comme ce qui a été fait pendant la conférence nationale où on a cru qu'il fallait faire voter les gens pour que le système change. Nous devons aller plus en profondeur, plus asseoir une société dans laquelle chacun de nous trouve sa place et que chacun de nous ne soit pas inquiété de sa vie, afin que les choses bougent réellement. Donc nous devons amener plus de réflexion et concevoir un système qui nous arrange. Il ne suffit pas d'aller copier une constitution ailleurs, il suffit aujourd'hui de s'organiser pour mettre en place une structure. Mais comme pendant la transition en 92, nous avons cherché un schéma constitutionnel qui nous permette de faire la transition. Il y avait un président à qui on avait enlevé les pouvoirs, on les a mis sur un premier ministre qui était contrôlable. Et tout le monde a vécu tranquillement, tout le monde a pu aller à gauche et à droite sans s'inquiéter. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'un président tout-puissant, peut-être qu'on a besoin, comme les dominions britanniques, que d'un premier ministre, mais qui est l'aval d'une assemblée et qui régit le pays avec le consensus d'un certain nombre de personnes ou de partis politiques. Mais nous avons besoin de créer un cadre constitutionnel, un cadre social qui nous convienne, nous, Congolais, où chacun ait sa place. Wilfried Dando sur Congo Liberty. Alors, je sais aussi que, comme un intellectuel, vous réfléchissez sur les problématiques panafricaines. On va rapidement parler du président Macron, donc de son voyage en Afrique et de la visite de M. Denis Sassou Nguesso à Paris. Est-ce que vous avez
une idée, en tout cas, est-ce que vous pouvez nous donner votre opinion sur le périple africain de M. Macron qui a déclaré que la France-Afrique était finie? Bon, je pense que M. Macron, enfin le président Macron vient d'arriver et que il se présente ou il vient en Afrique comme le président de l'Afrique, le président de la France, pardon. La position du président français reflète disons, la prise en compte des intérêts français. On parle de la France-Afrique, c'est plutôt un système qui, pour nous, existe encore, qui ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Que M. Macron vienne et dise que la France-Afrique n'existera plus ou n'existe plus, mais on a besoin de voir ça dans les faits. Mais aujourd'hui, pour le moment, la France-Afrique, pour certains en tout cas qui réfléchissent, la France-Afrique est encore là. On va en venir au séjour parisien de M. Denis Sassou Nguesso, que vous avez, comme plusieurs Congolais, vu. Est-ce que vous considérez qu'à l'issue de sa réception par le président Macron dans le cadre de ce sommet One Planet, qu'il y a une proximité entre les deux hommes? Pas nécessairement, pas nécessairement. Donc, je crois que j'ai suivi sur votre plateau l'interview de Andrea Gombe qui disait que M. Sassou n'était pas nécessairement venu comme le président du Congo, mais plutôt comme le représentant d'une zone écologique verte, on va dire, la deuxième, et qu'on ne pouvait ne pas le recevoir à partir du moment où on parlait du climat. Évidemment. Oui, pardon, excusez-moi. Évidemment, M. Sassou Nguesso, en tant que président du Congo, cela crée une espèce de confusion. Mais dire qu'il y a une proximité entre Macron et le président Sassou, c'est peut-être vrai, peut-être que ça ne l'est pas, mais je pense que nous ne devrions pas voir les problèmes sur ce plan-là. On devrait plutôt les voir sur le plan des... La France est un État qui défend ses intérêts. La France est un État qui défend ses intérêts. On n'a pas parlé des massacres qui continuent dans le Pool. Est-ce que vous trouvez normal que les hommes politiques congolais ne se mobilisent pas tant pour la région du Pool? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Ben, ce que je peux dire sur le sujet, c'est que bon, c'est un sujet qui est très écœurant pour un certain nombre de Congolais qui vivent ce spectacle avec horreur. D'autant que rien ne justifie ces opérations de massacre, hein, parce que, soi-disant, qu'on est à la poursuite d'un rebelle ou d'un bandit qui se cacherait dans ces populations. Donc les opérations de police, dans aucun État du monde, on a vu des opérations de police avec des chars, des hélicoptères se lever et des bombardements. Donc ça ne se justifie pas. Et ce qui serait bien, c'est que collectivement, hein, que toute l'Assemblée congolaise se lève et arrête le massacre de Congolais qui se passe sur notre territoire. C'est insupportable. Wilfried Dandou, nous arrivons à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, donc je dirais, mon mot de la fin serait que nous sommes Congolais, le Congo nous appartient, donc c'est à nous de faire du Congo ce que nous voulons. Et j'invite donc tous les penseurs, tous les intellectuels congolais donc, à se mettre au travail et à bâtir pour nous, pour notre génération et pour les générations qui viennent, un Congo qui convienne à tous. Je vous remercie. C'était l'interview de Wilfried Dandou, intellectuel congolais, que nous aurons l'occasion d'inviter de nouveau sur Congo Liberty en 2018 en passant. Je vous souhaite à vous et à toute votre famille une très bonne fin d'année. À bientôt. Merci.